Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État effectuait depuis 48 heures une visite officielle au Portugal. À la faveur de cette visite, il s'est tenu ce mercredi un forum économique Portugal-Côte d'Ivoire, le 3e du genre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est lui à Londres en ce moment. Il y est pour prendre part au Forum économique pour le commerce et l'investissement. On en parle également dans ce journal. On parlera aussi éducation, l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, une mesure prise par le gouvernement ivoirien il y a de cela 2 ans. Quelle réalité aujourd'hui sur le terrain? Quelles dispositions prises par le gouvernement à ce sujet? Les Ivoiriens s'approprient-ils cette décision? Et on s'intéresse tout de suite aux activités du président de la République. Le chef de l'État effectuait, je vous le disais en titre, depuis 48 heures maintenant, une visite officielle au Portugal. À la faveur de cette visite, il s'est tenu ce mercredi un forum économique Portugal-Côte d'Ivoire. Le 3e du genre, le président Alassane Ouattara était présent à la cérémonie d'ouverture. On y va tout de suite avec Viviane Aïmé, envoyée spéciale au Portugal. Ce mercredi 13 septembre s'est ouvert au Centre culturel de Belém, à Lisbonne, le 3e forum économique Portugal-Côte d'Ivoire en présence du président de la République Alassane Ouattara. Un premier forum avait déjà été organisé en mars 2015 au Portugal et le 2e forum s'était tenu en juillet dernier ici à Abidjan. Ce 3e forum a enregistré la présence de nombreux hommes d'affaires portugais, signe, comme l'a indiqué le président du Centre de promotion des investissements portugais, que l'intérêt des entreprises portugaises pour la Côte d'Ivoire est visible. Un intérêt encouragé par l'action des gouvernements portugais et ivoiriens qui sont en train de mettre en place un cadre institutionnel favorable, notamment la création au Portugal d'une chambre de commerce Portugal-Côte d'Ivoire et l'ouverture ici en Côte d'Ivoire d'une ligne aérienne qui assure une desserte directe entre les deux pays. Le ministre de l'économie du Portugal a assuré les hommes d'affaires portugais que des opportunités réelles d'affaires existent en Côte d'Ivoire. Présents à ce 3e forum également, plusieurs hommes d'affaires ivoiriens désireux de nouer des partenariats d'affaires, ainsi que les responsables des organisations patronales de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui ont signé au cours du forum des accords avec les organisations partenaires du Portugal. Ces partenariats tracent un cadre de collaboration entre nos institutions et de sorte que les entreprises portugaises puissent trouver en Côte d'Ivoire des relais pour les accompagner dans leur processus d'implantation, puissent trouver en Côte d'Ivoire des relais pour les accompagner dans l'identification de partenaires potentiels. Et également sur les échanges économiques, les échanges d'informations économiques. Ce sont des accords qui tracent un cadre général, mais surtout qui marquent la volonté des organisations respectives de rentrer dans une relation continue, un contact permanent qui passe par des échanges d'informations, ensuite par les échanges d'hommes, les visites, et c'est de ça que naissent en général les grands projets d'affaires, les grands projets économiques. Un film institutionnel sur la Côte d'Ivoire a été projeté aux hommes d'affaires portugais. Intervenant en dernier, le président de la République Alassane Ouattara les a assurés que le terrain est favorable pour réaliser de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. Nous voulons que les entreprises portugaises viennent investir en Côte d'Ivoire. Et nous avons des entrepreneurs ivoiriens qui sont là, qui sont venus prospecter le marché portugais et qui sont également prêts à entreprendre des partenariats avec vous en Côte d'Ivoire comme au Portugal. Le milieu des affaires a été assaini et amélioré et je considère que ceci était une condition préalable. Le CPC a un guichet unique et peut vous permettre d'enregistrer vos entreprises en moins de 24 heures. Ceci est un record et nous l'avons expérimenté en confiant des entrepreneurs
au CPC et ceci s'est révélé comme étant possible. Ce troisième forum, qui s'est tenu toute la journée de ce mercredi, avait à son ordre du jour des rencontres entre hommes d'affaires portugais et ivoiriens. En marge des rencontres officielles inscrites au programme de cette visite d'État, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience les présidents de deux grands groupes portugais, Mota Engil, le groupe Martifère, et le président de l'Association des entreprises du Portugal. Et au cours de cette visite d'État, plusieurs accords de coopération ont été signés. C'était au ministère des Affaires étrangères du Portugal, toujours en présence du chef de l'État ivoirien et du Premier ministre portugais. On retrouve Viviane Aïma. Si cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Portugal a pour but d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, elle a été marquée par la signature au ministère des Affaires étrangères de 4 accords de coopération en présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et du Premier ministre portugais António Costa, détenteur, ainsi que le prévoit la Constitution portugaise, d'une grande partie du pouvoir exécutif. 3 de ces 4 accords ont un caractère institutionnel et ont été signés côté ivoirien par le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et côté portugais par les responsables des ministères concernés. Il s'agit d'un accord autorisant l'exercice d'activités rémunérées pour les familles des diplomates ivoiriens et portugais en poste dans les deux pays. Il s'agit encore d'un accord de coopération culturelle entre le ministère de la Culture du Portugal et le ministère de la Culture et de la Francophonie, également d'un accord de coopération en matière de pêche maritime entre le ministère des Ressources halieutiques de Côte d'Ivoire et le ministère de la Mer du Portugal. Le 4e accord a un caractère privé et concerne la délégation de services de propreté entre le ministère de la Salubrité urbaine de Côte d'Ivoire et Eco Eburni SA, la société portugaise de ramassage et de tri des ordures ménagères et qui est installée en Côte d'Ivoire. Un 5e accord de coopération signé plus tard au cours de la visite du président de la République a porté sur la coopération entre l'université Alassane Ouattara de Bouaké et l'université Minho de Braga au Portugal. Et ici, à Abidjan, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé ce mercredi avec le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, Jean-Marc Anga, est allé informer le vice-président de la tenue prochaine de 2 rencontres majeures sur le cacao. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao ont évoqué les enjeux de la 96e session régulière du Conseil international du cacao et de la réunion annuelle de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale. 2 rencontres majeures qui se tiendront à Abidjan du 18 au 22 septembre prochain. L'Organisation internationale du cacao est maintenant basée à Abidjan depuis le mois de janvier dernier. Nous tenons 2 réunions annuelles au cours desquelles les pays membres discutent des questions du cacao. La première réunion a eu lieu au mois d'avril et la seconde a lieu la semaine prochaine. Donc il était tout à fait normal qu'en tant que directeur exécutif, je m'entretienne avec les responsables ivoiriens, surtout en relation avec la problématique des cours du cacao que nous avons actuellement, prendre les avis des parties concernées afin de mieux éclairer les discussions la semaine prochaine. À la suite de Jean-Marc Anga, Daniel Kablan-Duncan a reçu Pierre Van de Beek, le président directeur général de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale. Déjà présent dans le secteur de l'hévéaculture en Côte d'Ivoire, ce groupe envisage de lancer des projets agricoles de reforestation des aires protégées. Et le reportage de Mahama Traoré était commenté par Herman Guivet. Notez également que le vice-président Daniel Kablan-Duncan,
qui a donc procédé ce mercredi à l'ouverture ici même à Abidjan du forum intitulé Banking on Tomorrow, un forum co-organisé par la Société financière internationale et le quotidien britannique Financial Times. Notez que le thème retenu pour cette grande rencontre, c'est création de marchés et d'investissements non risqués dans les États fragiles et affectés par les conflits, et ce sera sur 2 jours. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est, lui, à Londres en ce moment. Il y est pour prendre part au forum économique pour le commerce et l'investissement. On y va tout de suite avec Alexis Ouedraogo. Un passager inattendu ce mercredi à la gare de train Saint-Pancréas en Grande-Bretagne. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly est à Londres. Il y est pour le forum économique sur le commerce et l'investissement. L'occasion de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Demain, donc, le 14, nous avons une série de rencontres et notamment une intervention que nous devons faire devant donc, la Chatham House, donc, au niveau donc, des relations internationales. Nous avons un discours à prononcer sur la politique économique donc, de la Côte d'Ivoire. Et le vendredi 15, ce sera le forum lui-même. Nous allons donc expliquer aux investisseurs donc, anglais toutes les opportunités d'investissement qui s'offrent en Côte d'Ivoire. Le forum qui se tient sur 2 jours sera l'occasion de rencontres d'affaires, d'opportunités d'investissement en vue de soutenir la croissance économique. Et je vous propose de la lecture à présent, toujours dans le domaine de l'économie. La Côte d'Ivoire en chiffres, c'est un ouvrage élaboré par la Direction générale de l'économie, ce par souci de transparence. Jean-Jacques Kwamiala. La Côte d'Ivoire en chiffres, un ouvrage de plus de 200 pages qui a valeur de carte d'identité pour l'économie ivoirienne. Rendu public ce mercredi, l'ouvrage, édité par la Direction générale de l'économie du ministère de l'économie et des finances, compte 6 parties et 26 chapitres et révèle le poids et l'évolution chiffrée de tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire sur la période 2010-2015. C'est un document d'aide à la décision, c'est un document qui donne suffisamment d'informations sur tous les secteurs de la vie dans notre pays. Donc avec un document de ce type-là, vous convenez avec nous que nous jouons à fond dans la transparence. Et je voudrais donc vous dire que pour nous, la transparence est un élément essentiel dans la gestion de notre pays. Quand on n'a pas un outil pareil, ça devient la boule de cristal, ça devient le pilotage à vue. Et pour l'allocation optimale des ressources, en particulier pour le ministère du Budget, c'est un élément indispensable. Avec la publication de la Côte d'Ivoire en chiffres, édition 2016, l'État fait preuve de transparence et de bonne gouvernance, selon les représentants des institutions financières internationales. Les statistiques, comme vous savez, c'est une des questions dont le Fonds monétaire tient à cœur. Et évidemment, elles sont absolument nécessaires pour développer une bonne politique économique et aussi pour assurer une bonne coopération entre les différents partenaires au développement. Et le FMI se réjouit de cette publication. Ce que je salue, c'est la richesse de ce document parce que souvent, on focalise sur les aspects économiques et financiers. Et ici, on a quand même des indicateurs sur les secteurs sociaux, éducation, santé, qui vraiment rend ce document un document complet. Alors félicitations aux autorités. La Côte d'Ivoire en chiffres fait ainsi son retour après 9 ans de non-parution. La Direction générale de l'économie est déjà à pied d'œuvre pour la publication de l'édition en 2017. Ce sera en 2018. Journée mouvementée ce mercredi 13 septembre dans la commune de Cocody. Échange de projectiles et de gaz lacrymogènes dans la cité. Des échanges qui ont énormément perturbé les activités. À l'origine, une manifestation d'étudiants dispersés donc par la police. Ces étudiants manifestaient contre les frais annexes à la scolarité. On en parle avec Mamadou Kouassi. Cité rouge dans la commune de Cocody, transformé en lieu d'affrontement entre étudiants et éléments de la police nationale. La raison de ces échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes, l'empêchement par les policiers d'un mouvement de protestation des étudiants lié aux frais annexes dans les établissements secondaires et primaires, publics et privés. Même décor à la cité universitaire de Mermoz, toujours dans la commune de Cocody, où les courses-poursuites entre étudiants et policiers sont déroulées toute la matinée. Selon des sources policières, ces cités universitaires sont les lieux de rassemblement des manifestants pour perturber le bon déroulement des cours dans les écoles secondaires et primaires. Si des établissements bénéficient de l'assistance policière depuis ce mardi,
Les cours ont du mal à se dérouler normalement. Hier, on n'a pas eu cours parce que la fête était là hier, justement, à cause du prix des inscriptions. Donc aujourd'hui aussi, il n'y a pas eu cours, il n'y a pas de professeur. Ce matin, on a eu à faire 2 cours, le cours de maths puis SVT. On devait voir le prof d'anglais à la première heure, qui n'est malheureusement pas venu. Nous, ici, là depuis 11h11 comme ça. On est arrivé pour venir chercher les enfants. On vient de trouver qu'il y a les étudiants qui sont là, la petite des pierres pour casser les vitres. Donc on nous dit d'attendre pour la sécurité des enfants, pour que si ça se calme bien, ils vont libérer les enfants pour qu'on aille à la maison avec eux. Les établissements secondaires et aux services situés dans les environs de ces cités universitaires ont fonctionné au ralenti. Ces manifestations d'étudiants ont débuté le lundi 11 septembre dernier, jour de la rentrée officielle des classes. Dans le souci d'assurer aux élèves de Côte d'Ivoire une bonne année scolaire, le gouvernement ivoirien a prévu offrir 4 millions de kits scolaires aux élèves. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a procédé, vous le voyez sur ces images, aujourd'hui même au lancement de l'opération de distribution de ces kits. C'était à Jacquesville. L'initiative, notez-le, s'inscrit dans le cadre de l'école gratuite pour tous. Et on en parle justement, l'école obligatoire gratuite pour tous les enfants de 6 à 16 ans, une mesure prise par le gouvernement ivoirien, il a de cela maintenant 2 ans. Quelle réalité sur le terrain, quelles dispositions prises par le gouvernement à ce sujet? Le dossier est signé Grâce Grando. Dimoulé est une bourgade de 1000 âmes à 1 km de San Pedro. Ici, la politique de l'école obligatoire décrétée par le gouvernement est une réalité. À la veille de la rentrée scolaire, cadres, autorités coutumières et acteurs du système éducatif se réunissent pour échanger sur la scolarisation des enfants. C'est relancer encore le message aux parents pour leur dire de tout faire pour faire venir leurs enfants à l'école, surtout en classe de CP1. Nous disons merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à ce programme. Je convoque des AG, je réunis tous les parents, sensibilise de sorte que tous les enfants aillent à l'école de manière obligatoire et de façon gratuite. Elles ont pris des dispositions. Elles ont l'habitude de demander aux enfants d'aller à l'école. Et un enfant qui ne va pas à l'école ne mangera pas à la maison. Pour accompagner la décision gouvernementale, les villageois de Dimoulé ont construit une école primaire et des logements pour les enseignants. Cependant, les populations ont des préoccupations. On encourage vraiment nos populations de mettre les enfants à l'école. Mais ce qui est notre problème, le village n'est pas électrifié. Pour un enfant qui va à l'école, il doit étudier la nuit, non seulement dans la journée, pour mettre électrification à Dimoulé. Ensuite, eau potable, parce que celui qui va à l'école, il va se laver, il va aussi consommer de l'eau. La politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire est une mesure qui vise à donner aux enfants de 6 à 16 ans une éducation et une formation de qualité. Les populations de Boaké apprécient la mesure. C'est une très bonne initiative. L'école est vraiment obligatoire pour les citoyens de demain que nous sommes. Il faudrait qu'il soit au moins 30 dans une classe, 20 à 30 au moins. Voilà, de nos jours, on remarque que dans des écoles publiques, les élèves sont au nombre de 80-90, ce qui n'est pas trop normal. Ça ne permet pas d'apprendre facilement. Une très très bonne initiative que le gouvernement met en place pour vraiment l'évolution de la nation. Surtout qu'il parle déjà de l'émergence. Quand on dit émergence, c'est d'abord l'école. Et qui dit école, dit aussi finance. École gratuite certes, mais des parents déplorent encore l'instauration de certaines cotisations. Ce sont des problèmes de cotisation encore qui demeurent, notamment au niveau des comités de gestion ou au COGES. Certains parents estiment que quand on a parlé de gratuité, il ne faudrait pas encore revenir pour leur demander certains frais. C'est au cours de l'année 2015-2016 que la politique de l'école obligatoire est entrée dans sa phase active. 3 ans après sa mise en œuvre, quel bilan? Je remercie les parents d'élèves qui ont répondu justement à cette exigence parce qu'aujourd'hui,
nous avons, avec cette loi, nous avons un bon taux de scolarisation. Et il faut dire que chaque année, c'est pratiquement 10% d'élèves que nous avons en plus dans nos écoles primaires, ce qui démontre bien que les populations ont bien accepté cette décision. Pour accompagner la décision gouvernementale, plusieurs actions sont menées. De 2012 à aujourd'hui, le président a fait construire plus de 19 000 salles de classe. Nous avons pu construire plus de 170 collèges et lycées, et sans compter les équipements. Le président a fait recruter plus de 39 000 enseignants du primaire comme du secondaire. Et aujourd'hui, nous mettons allègrement en œuvre cette décision du président. Mais il va sans dire qu'il va falloir continuer les constructions. C'est la raison pour laquelle nous avons en projet de nombreuses constructions de salles de classe, aussi bien du primaire que du secondaire, aussi bien au niveau de l'enseignement général, de l'enseignement technique que de l'enseignement professionnel. Donc, les conditions vont s'accroître pour permettre à tous ces enfants qui vont à l'école de faire leurs apprentissages dans de bonnes conditions. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les parents qui hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école à s'approprier cette mesure. Bonne nouvelle pour les retardataires, la date limite des inscriptions en ligne est prolongée. L'annonce a été faite par le chef de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, propos recueillis par Serge Okolia. Un délai supplémentaire pour les élèves en ce qui concerne les inscriptions en ligne. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La nouvelle date fixée, c'est pour le jeudi 14 septembre 2017 à minuit, c'est-à-dire à 0 heure, et cela pour une durée de 10 jours. Nous pensons que le résidu d'élèves non encore inscrits pourra le faire, parce que de ces inscriptions en ligne dépendent, n'est-ce pas, le respect du quantum horaire, donc dépendent du respect des programmes. Les inscriptions en ligne visent un maximum d'environ 2 millions d'élèves. À ce jour, moins d'1 million sont en règle. Il est important de s'inscrire en ligne, a indiqué le chef de cabinet, pour être pris en compte dans les fichiers du ministère. On change complètement de sujet à présent. Nommé le 2 août dernier, les membres du conseil de surveillance de l'agence foncière rurale à Fort ont été installés mardi dernier par le ministre du Développement durable, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Notez que leur mission principale est d'exécuter les actions de sécurisation du foncier rural par la conclusion de conventions. C'est en tout cas ce que nous dit Francis Boifou. Pour répondre à la délicate question du foncier rural en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son message à la nation le 31 décembre 2015. Il s'agira notamment de la création d'un organisme autonome, doté des moyens nécessaires et ayant la responsabilité, en liaison bien évidemment avec l'administration préfectorale et l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier. Moins de 2 ans après, la nouvelle loi sur le foncier a été votée au Parlement et l'agence foncière rurale AFOR est créée. Cet organisme autonome voulu par le président Alassane Ouattara a été installé ce mardi par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural après des mois de réflexion sur ses attributions et missions. C'est pour protéger le paysan, le propriétaire terrien. C'est pour protéger celui à qui on a cédé la terre, même temporairement, pour qu'il puisse l'exploiter en toute quiétude. C'est pour permettre aux enfants de ceux qui ont la propriété reconnue sur une parcelle de terre puissent profiter de leurs droits de succession. C'est pour pouvoir faciliter les transactions foncières en des sociétés qui voudraient s'établir sur une terre et savoir qu'en l'achetant, ils l'ont acheté à celui
qui en est le véritable propriétaire. Et Abamba Cheikh Daniel d'ajouter que ces missions seront exécutées conformément aux tests en vigueur. Pour assister et superviser la direction générale de l'AFOR, un conseil de surveillance a été mis en place. Il est présidé par l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Gervais Kouassi. Il nous faudra nous montrer dignes de la confiance du chef de l'État qui attend à travers l'AFOR régler définitivement les questions conflictuelles récurrentes liées à la vie et à la gestion du foncier rural. Régler tous les problèmes du foncier. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, y tient au regard des objectifs à atteindre par son ministère. Le développement et la modernisation de l'agriculture, la lutte contre la pauvreté en milieu rural, la sécurisation de l'investissement agricole, l'AFOR apparaît dès lors comme un prolongement du MINADER. L'agence foncière rurale devrait favoriser la cohésion sociale dans le monde agricole en application des nouvelles orientations des autorités sur le foncier rural. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a, lui, procédé récemment au lancement de l'inventaire national des pesticides et déchets associés. Et cet inventaire qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national va permettre d'identifier les fabricants et fournisseurs de pesticides périmés. Notez que cela va se faire avec l'appui du ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Grâce Kando. Les pesticides obsolètes sont des produits périmés, fraudulés et interdits. Ces substances chimiques sont souvent utilisées dans les cultures de rente et maraîchères. Des produits qui ne sont pas sans conséquences sur le plan économique, environnemental et sanitaire. Il arrive directement que des produits soient utilisés pour traiter des champs et que ces champs-là brûlent. C'est-à-dire, c'est comme si c'était du feu et le paysan perd tout. Lorsque nous exportons nos produits agricoles sur le marché international, il y a des cas où nos produits agricoles font l'objet de rejet parce que nos partenaires ont retrouvé sur ces produits des substances chimiques qui sont interdites de par le monde. Il y a également d'autres aspects, c'est que ces produits qui sont interdits, ils vont donc souiller la nappe phréatique, l'eau que nous buvons, ils vont polluer l'environnement. Pour identifier les fabricants et distributeurs, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, à travers le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, lance l'inventaire national de ces produits nuisibles. Il s'agit dans un premier temps de faire une fiche de déclaration volontaire pour les structures organisées, de sensibiliser l'ensemble des acteurs à apporter de façon volontaire, lorsque les agents inventaires seront sur le terrain, la localisation de leurs pesticides obsolètes. Et ensuite, il y aura le transport de ces pesticides sur un site sécurisé. Voilà, et la dernière étape, ça sera l'élimination qui se fera avec des structures spécialisées. Il fallait donc agir et vite. Ainsi, face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a sollicité et obtenu un don du Fonds pour l'environnement mondial d'environ 4,5 milliards de francs. La Côte d'Ivoire, évidemment, contribue à hauteur de 2,250 milliards de francs. Pour apporter une réponse à cette question cruciale de la gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire pour une période de 5 ans, de 2016 à 2021. Pour aider à l'élimination de ces produits obsolètes, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a remis du matériel roulant et des ordinateurs au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les travaux manuels d'entretien routier reprennent cette année pour le maintien en bon état d'environ 6500 km de routes ivoiriennes, mais surtout pour la sécurité des usagers. Pour ce faire, l'État a mobilisé 2 milliards de francs CFA et l'opération sera exécutée par la Direction générale des infrastructures routières qui, justement, a procédé vendredi dernier au lancement des travaux et c'était à Yamoussoukro. Léon Bro. Voici ce qui reste de la route Yamoussoukro-Boisflé. À peine une voie, la brousse s'étant emparée du reste, y compris les trottoirs et les ouvrages de canalisation. Ce décor, bien commun à la quasi-totalité des routes revêtues. La voie de Yamoussoukro
à Issia, la route était pratiquement une seule voie. Encore c'est pareil ici. Conséquence du rétrécissement des routes, l'insécurité routière. Il y a des nids de poules. En voulant passer parce qu'il n'y a plus de trottoir, tu risques de percuter quelqu'un puis tuer quelqu'un. Les travaux manuels d'entretien routier, c'est l'opération que le ministère des Infrastructures économiques reprend à travers ses premiers coups de machette. 45 jours cette année 2017 pour désherber, détruire les termitières, abattre les arbres et désensabler les ouvrages jouxtant toutes les routes revêtues pour 2 milliards de francs CFA. Il y a la phase des travaux en régie où on va traiter 3500 km avec les populations qui sont aux abords des voies. Et à la phase des travaux en entreprise, nous allons traiter 2500 km. Globalement, c'est un budget de 2 milliards. L'entretien du réseau routier constitue une activité capitale pour assurer la qualité et la longévité de nos routes. En effet, certaines coupures enregistrées sur le réseau routier au cours de la dernière saison des pluies peuvent trouver leur origine du fait du manque d'entretien réalisé sur les tronçons concernés. Assurer la finalité des travaux manuels d'entretien routier. Suivront les travaux de réhabilitation pour traiter les points critiques des routes. Au total, un programme pour remettre à neuf le réseau routier national, du moins les 6500 km de routes revêtues dans le cadre du plan national de développement 2016-2020. Les Jeux olympiques 2024 vont se dérouler en France. Un accord a été trouvé entre le comité d'organisation de Los Angeles, la ville rivale, et le comité international olympique. Los Angeles allumera donc la flamme olympique en 2028. Mais en attendant, Paris entend bien faire valoir ses atouts. JO 2024, ce sera donc en France. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir à la même heure.